3 jours avant Noël, mes parents ont envoyé un message au groupe familial, Pauline ne devrait pas venir à notre fête. Mes frères et sœurs, et même ma tante, ont réagi avec un pouce en l'air. J'ai répondu, parfait. Vous ne me reverrez plus non plus. Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, et Noël a toujours été mon affaire. Pendant une décennie, j'étais celle qui organisait, cuisinait et rassemblait tout le monde. Mais cette année, 3 jours avant Noël, mon téléphone a vibré avec un message groupé de mes parents. Nous pensons qu'il serait préférable que Pauline ne vienne pas cette année. Ce qui m'a anéanti, ce n'était pas seulement le message, mais de voir mes frères et sœurs, et même ma tante, ajouter des réactions pouces en l'air. Les mains tremblantes, j'ai tapé en retour, parfait. Vous ne me reverrez plus non plus. Dites-moi d'où vous regardez. Grandir dans la famille Dubois signifiait comprendre la hiérarchie très tôt. En tant que l'aîné de 4 enfants d'Henri et Diane Dubois, la responsabilité m'a été confiée dès que j'ai pu atteindre le plan de travail de la cuisine. Mes frères Jacques et Thomas, ainsi que ma sœur Sarah, ont en quelque sorte échappé au poids des attentes familiales qui pesaient constamment sur moi. Pauline s'en occupera et est devenue la devise de la famille avant même que j'aie 10 ans. Quand Jacques a cassé le vase préféré de maman à 7 ans, c'est moi qui ai été interrogé sur la raison pour laquelle je ne le surveillais pas, bien que n'ayant moi-même que 9 ans. Quand Sarah avait besoin d'aide pour ses devoirs, mes parents la dirigeaient vers moi plutôt que de l'aider eux-mêmes, même quand j'avais mes propres devoirs à faire. Thomas, le Benjamin de la famille, savait à peine ce que signifiait la responsabilité jusqu'à ce qu'il soit à l'université. Tu es l'aîné, Pauline. C'est comme ça que ça marche, disait mon père chaque fois que je soulignais le déséquilibre. Son ton suggérait toujours que je devrais être fier de ce fardeau plutôt que de le remettre en question. Cette dynamique m'a suivi à l'âge adulte alors que je bâtissais ma carrière d'organisatrice d'événements à Paris. L'ironie ne m'a pas échappé d'avoir choisi une profession qui reflétait mon rôle familial. Je coordonnais des événements d'entreprise complexes le jour et orchestrais les réunions de famille la nuit. Mon appartement, un confortable 3 pièces dans le Marais, est devenu le centre de commandement pour chaque fête. Pauline est si douée pour ces choses-là, se vantait ma mère auprès de ses amis. Elle sait exactement comment rendre tout spécial. Ce qu'elle ne mentionnait jamais, c'est que je finançais la plupart de ces événements de ma propre poche. Bien que mes frères et sœurs aient tous des emplois bien rémunérés, Jacques travaillait comme ingénieur logiciel, Sarah comme directrice marketing et Thomas dans le conseil financier. Pourtant, le fardeau financier des célébrations familiales retombait toujours principalement sur moi. Il y a 10 ans, lorsque notre grand-mère est décédée, j'ai pris le relais pour maintenir notre tradition de Noël familiale. Mémé Dubois avait toujours organisé de somptueux rassemblements de Noël dans sa grande maison de banlieue, avec des biscuits décorés à la main, des chaussettes de Noël personnalisées et sa célèbre dinde de Noël avec tous ses accompagnements. Quand elle est morte, il y avait une attente tacite que j'hériterais simplement de ce rôle. Tu es la seule qui puisse le faire comme Mémé, a dit ma mère, scellant ainsi mon destin. Je voulais honorer la mémoire de ma grand-mère, alors j'ai relevé le défi avec un véritable enthousiasme. Au début, j'ai recréé ces recettes, maintenu ces traditions et même en ai commencé de nouvelles. Les premières années ont été épuisantes, mais gratifiantes. Avec le temps, cependant, le ressentiment de mes frères et sœurs a grandi de manière inexplicable. Plutôt que d'apprécier mes efforts, ils semblaient trouver à redire à tout ce que je faisais. Si je préparais la dinde de Mémé exactement comme elle le faisait, Jacques commentait qu'elle était trop sèche. Si j'essayais d'améliorer la recette, Sarah demandait pourquoi je changeais la tradition. Thomas offrait rarement son opinion, sauf après coup, quand il mentionnait nonchalamment aux autres que quelque chose n'allait pas tout à fait pendant la fête. La farce n'est pas comme celle de maman, s'est plainte Sarah à Noël dernier, bien que j'ai suivi la recette de notre mère à la lettre et l'ai même appelée 2 fois pendant la préparation pour confirmer les détails. Les ornements du sapin ne sont pas bien disposés, a ajouté Jacques, bien qu'il n'ait pas levé le petit doigt pour aider à décorer. Pendant ce temps, mes contributions s'étendaient d'année en année. Non seulement j'accueillais, mais j'achetais aussi la plupart des cadeaux, des décorations et de la nourriture. Je passais des semaines à planifier les menus, en tenant compte des préférences et restrictions alimentaires de chacun. Sarah est soudainement devenue sans gluten il y a 3 ans. Jacques a développé une sensibilité à certaines épices, et la femme de Thomas était végétarienne. J'ai tout ajusté en conséquence sans me plaindre. Les contributions de mes frères et sœurs restaient minimes. Sarah apportait parfois un dessert acheté en magasin, Jacques fournissait généralement du vin, qu'il buvait principalement lui-même, et Thomas arrivait les mains vides avec des promesses d'aider à nettoyer qui ne se matérialisaient jamais.
Malgré le déséquilibre croissant, mes parents prenaient systématiquement le parti de mes frères et sœurs dans tout désaccord. Quand j'ai gentiment suggéré une approche de repas participatif il y a 2 ans, mon père a agi comme si j'avais proposé d'annuler complètement Noël. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, a-t-il dit fermement. Tu es si doué pour tout organiser. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Ce qu'il ne remarquait pas, c'est que ça ne fonctionnait pas pour moi. Chaque année, je vidais mes économies et utilisais mes jours de vacances pour créer un Noël familial parfait pendant que mes frères et sœurs se contentaient d'arriver, de critiquer et de repartir. Le point de rupture aurait dû être le repas de la Toussaint dernier, mais mon sens profondément ancré du devoir familial m'a maintenu piégé dans ce schéma. J'avais préparé un repas magnifique après avoir travaillé des semaines de 60 heures sur un grand événement d'entreprise. La table était belle, la nourriture délicieuse, et j'avais même réussi à incorporer des photos de famille dans des marque-places uniques qui avaient pris des heures à créer. La dinde est un peu trop cuite, fut le premier commentaire de ma sœur en s'asseyant. Ces pommes de terre pourraient avoir plus de beurre, a ajouté mon frère Jacques sans lever les yeux de son téléphone. Ma mère a simplement soupiré et dit, eh bien, on ne peut pas toutes être des cuisinières parfaites comme l'était Mémé. J'ai senti la piqûre familière, mais je l'ai refoulée comme toujours. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris mes frères et sœurs dans la cuisine. Pauline doit toujours tout compliquer, disait Sarah. C'est comme si elle essayait de nous faire passer pour des nuls. Elle adore jouer les martyrs, a convenu Jacques. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de désir de me libérer de ce schéma. Mais la pensée de ne pas remplir mon rôle me remplissait d'anxiété. Qui serais-je si je n'étais pas la gardienne de la famille? À quoi ressembleraient les fêtes sans mes efforts? Les questions me terrifiaient, alors je les ai mises de côté et j'ai continué la tradition épuisante. Je ne savais pas que cette année me forcerait enfin à répondre à ces questions. Septembre a apporté une promotion importante chez Événements Durand où je travaillais depuis 7 ans. Je suis devenue directrice événementielle senior, un poste que j'avais travaillé sans relâche pour atteindre. Le rôle s'accompagnait de plus grandes responsabilités, d'un salaire plus élevé, mais aussi d'horaires considérablement plus longs, en particulier pendant la période des fêtes où les événements d'entreprise atteignaient leur apogée. Lors de notre dîner de famille en octobre, j'ai mentionné ma promotion et la charge de travail accrue qu'elle entraînerait jusqu'en décembre. C'est super, ma chérie, a dit ma mère d'un air absent avant de se tourner immédiatement vers Thomas. Maintenant, raconte à tout le monde ta nouvelle maison. La conversation a complètement changé, ma nouvelle étant oubliée en quelques secondes. Plus tard, j'ai pris ma mère à part pour discuter des préparatifs de Noël. Je pourrais avoir besoin de plus d'aide cette année, ai-je expliqué. Avec le nouveau poste, je n'aurai pas autant de temps pour tout gérer. Elle m'a tapoté la main d'un air dédaigneux. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Quand j'ai essayé de discuter de tâches spécifiques que d'autres pourraient prendre en charge, elle a rapidement trouvé des excuses pour tout le monde. Jacques finalise un gros projet. Sarah doit penser aux enfants. Thomas et Mélissa viennent d'acheter la nouvelle maison. Tout le monde est occupé, Pauline. L'implication était claire. Mon emploi du temps chargé ne méritait pas la même considération que celui de mes frères et sœurs. Une semaine plus tard, j'ai appelé Jacques directement, espérant une conversation plus productive. J'ai besoin de ton aide pour Noël cette année, ai-je dit simplement. Je ne peux pas tout gérer seul avec mon nouvel horaire de travail. Que veux-tu que je fasse exactement, a-t-il demandé, l'air dérangé. Tu pourrais organiser l'échange de cadeaux ou peut-être t'occuper des décorations, ai-je suggéré. Son rire m'a prise au dépourvu. Je ne connais rien aux décorations. C'est ton domaine d'expertise. Tu pourrais apprendre, ai-je souligné. Je l'ai fait. Écoute, j'ai ce lancement de logiciel juste avant Noël. Je ne peux vraiment rien ajouter d'autre à mon assiette. Pourquoi ne pas simplement réduire la voilure? Personne ne s'attend à la perfection. Mais ce n'était pas vrai. La perfection était exactement ce qu'ils attendaient, mais pas à leurs propres dépens. Ma conversation avec Sarah s'est encore plus mal passée. Elle a cité ses 3 enfants comme la raison pour laquelle elle ne pouvait absolument pas aider davantage, malgré le fait qu'ils étaient tous des adolescents qui n'avaient guère besoin d'une surveillance constante. Certaines d'entre nous ont des familles à charge, a-t-elle dit, ignorant délibérément le fait que son mari Gary contribuait rarement à la gestion de leur ménage. Le vrai coup de poignard est venu plus tard cette semaine-là quand j'ai remarqué la publication de Sarah sur les réseaux sociaux, rien de pire que les gens qui prennent des engagements qu'ils ne peuvent pas tenir. Si vous ne pouvez pas gérer quelque chose,
ne vous portez pas volontaire en premier lieu. Agacement, responsabilité. J'ai su immédiatement que c'était dirigé contre moi, bien que je ne me sois jamais porté volontaire pour mon rôle, il m'avait plutôt été imposé. La publication a reçu des j'aime de Jacques et Thomas. Début novembre, j'ai découvert quelque chose qui m'a blessé encore plus profondément. En utilisant le téléphone de Thomas pour l'aider à trouver un email de réservation de restaurant, une notification de discussion de groupe est apparue. La discussion était intitulée « Famille sans paix » et incluait mes parents, tous mes frères et sœurs, et même ma tante Sylvie. Je n'ai pas lu les messages, mais l'existence et le nom de la discussion m'ont tout dit. Il m'excluait activement des conversations familiales. Quand j'ai rendu le téléphone de Thomas, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « C'est quoi famille sans paix ?» Son visage est devenu rouge. Juste une discussion de planification pour ton cadeau de Noël. Rien d'important. Le mensonge était si transparent que c'en était presque risible. Personne dans ma famille ne m'avait offert un cadeau qui nécessitait une planification de groupe depuis des années. À Noël dernier, j'ai reçu une bougie parfumée générique de Jacques, une carte cadeau de la part de la famille de Sarah, et rien du tout de Thomas, qui a prétendu « Ton cadeau est toujours en cours d'expédition ». Il n'est jamais arrivé. Ma tante Sylvie avait toujours été une sorte d'électron libre dans la dynamique familiale. Sœur cadette de ma mère, elle se présentait comme la pacificatrice de la famille tout en semant souvent la zizanie en coulisses. Elle venait de divorcer de son troisième mari et avait pris l'habitude de m'appeler pour un soutien émotionnel à toute heure. « Tu sais si bien écouter, Pauline, disait-elle. Pas comme ta mère. Elle n'a jamais le temps pour les problèmes des autres. » Je croyais que nous avions noué un lien sincère, surtout après l'avoir aidé à emménager dans son nouvel appartement et à installer tout son système de divertissement à domicile. J'ai passé 3 week-ends à organiser son appartement pendant que mes frères et sœurs étaient introuvables. Il était donc particulièrement traître de voir son nom dans la discussion Famille sans paix. Quand je l'ai appelé au sujet de la planification de Noël, son ton était étonnamment froid. « Je pense que tu en prends peut-être trop sur toi, ma chérie », a-t-elle dit. « Personne ne t'a demandé de faire tout ça, tu sais. » La déclaration était si révisionniste que j'en suis resté momentanément sans voix. Pendant des années, il m'avait explicitement demandé et attendu que je gère tout. Maintenant que je demandais de l'aide, tout était soudainement devenu mon choix volontaire. Le mariage de Thomas en juin avait été un autre exemple flagrant des doubles standards de la famille. En tant qu'organisatrice d'événements, on attendait de moi que je coordonne une grande partie de sa célébration de 3 jours sans compensation. J'ai créé des plannings détaillés, trouvé des fournisseurs dans leur budget, conçu les centres de table et même assemblé les sacs cadeaux la veille de la cérémonie lorsque leur plan initial était tombé à l'eau. Pendant la réception, Thomas a remercié toutes les personnes incroyables qui ont rendu ce jour possible, en citant l'organisatrice de mariage officiel qui avait fait la moitié de mon travail, les 2 pères de parents, et même son colocataire d'université qui avait fait un toast médiocre. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. Quand j'en ai parlé à ma mère le lendemain, elle a semblé sincèrement perplexe. « Pourquoi as-tu besoin de reconnaissance pour avoir aidé ton frère ? C'est ce que fait la famille. » Pourtant, ce principe de soutien familial ne semblait jamais s'étendre à l'aide qui m'était offerte. Mon petit ami Marc avait été témoin de ce schéma avec une inquiétude croissante. Nous sortions ensemble depuis 2 ans, et bien qu'il ait initialement essayé de donner à ma famille le bénéfice du doute, sa patience s'était épuisée. « Ils se servent de toi, Pauline », a-t-il dit après le mariage de Thomas. Ils t'ont transformé en leur coordinatrice d'événements personnels, chef cuisinière et système de soutien émotionnel sans rien donner en retour. Je les ai défendus par réflexe. C'est ma famille. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, a-t-il rétorqué. C'est à sens unique, et tu mérites mieux. Il m'a encouragé à établir des limites plus claires. Un conseil plus facile à donner qu'à suivre. Chaque tentative de discuter du déséquilibre avec ma famille était accueillie par un rejet ou des accusations selon lesquelles j'étais trop sensible ou que je créais des drames. La goutte d'eau qui aurait dû faire déborder le vase était ma tentative de conversation à cœur ouvert avec ma mère début décembre. Je l'ai invitée à déjeuner dans son restaurant préféré, j'ai attendu que nous soyons confortablement installés avec nos repas, et j'ai soigneusement abordé le sujet. « Maman, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans la contribution de chacun aux réunions de famille », ai-je commencé. J'adore faire des choses pour la famille, mais je suis en train de m'épuiser à tout gérer seul. Elle a posé sa fourchette avec un soupir. Pauline, je ne comprends pas pourquoi tu cherches toujours des problèmes.
Personne d'autre ne se plaint de la dynamique familiale. Peut-être parce que la dynamique actuelle profite à tout le monde sauf à moi, ai-je suggéré. Son expression s'est durcie. C'est une perspective très égoïste. La famille, ce n'est pas tenir les comptes. Il ne s'agit pas de tenir les comptes, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de réciprocité et de respect. Si tu te sens sous-estimé, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler intérieurement, a-t-elle dit, mettant ainsi fin à la conversation. Je suis rentré en voiture en larmes, me demandant si j'étais effectivement le problème. Étais-je égoïste de vouloir une relation familiale plus équilibrée? Est-ce que j'imaginais la différence de traitement entre nous tous? Marc m'a trouvé assise dans ma voiture garée devant notre immeuble, toujours en train de pleurer. Ils ne changeront jamais, lui ai-je dit. Peut-être que c'est moi qui dois changer mes attentes. Il a pris ma main fermement. Ou peut-être que tu dois changer la quantité de toi-même que tu donnes à des gens qui ne l'apprécient pas. Ces mots sont restés avec moi à l'approche de Noël, et les tensions ont continué de monter. Je ne savais pas à quel point ils se révéleraient prophétiques. Malgré mes nouvelles exigences professionnelles et la tension familiale croissante, je me suis lancé dans les préparatifs de Noël avec ma détermination habituelle. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et la pensée de décevoir ma famille me terrifiait encore plus que la pensée de me décevoir moi-même. Ma promotion au poste de directrice événementielle senior signifiait la coordination de 4 grands événements d'entreprise pour les fêtes en décembre, chacun avec des centaines de participants et des clients exigeants. Je travaillais au minimum 60 heures par semaine, rentrant souvent bien après 21 heures, pour ensuite veiller jusqu'à minuit passé à commander des cadeaux en ligne, planifier des menus et créer mon tableur annuel de planification de Noël. Tu as l'air épuisé, a commenté mon assistante Zoé après m'avoir surprise en train de bâiller lors de notre réunion du matin. Le comte Durand ne vaut pas ta santé. Je vais bien, ai-je insisté. J'essaie juste de concilier le travail avec les préparatifs des fêtes. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit en connaissance de cause. Tu organises encore Noël pour toute ta famille. J'ai hoché la tête et elle a secoué la sienne. Un de ces jours, ils devront apprécier ce qu'ils ont en toi. Faire les courses pour les cadeaux a drainé à la fois mon énergie et mon compte en banque. Malgré mon budget serré, après avoir aidé Thomas avec d'importantes dépenses de mariage plus tôt dans l'année, j'ai quand même acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Pour mon père, une rare première édition de l'œuvre de son auteur préféré que j'avais dénichée auprès d'un collectionneur. Pour ma mère, un album photo personnalisé organisant chronologiquement des photos de famille des 30 dernières années. Pour Jacques, le casque sans fil haut de gamme dont il parlait. Pour Sarah et sa famille, des chaussettes de Noël personnalisées et un week-end dans une station de ski des Alpes voisines. Pour Thomas et sa nouvelle femme, un service de table artisanale fabriqué par un artisan dont ils avaient admiré le travail lors d'un salon d'artisanat auquel nous avions assisté ensemble. En retour, je m'attendais à l'assortiment habituel de cadeaux impersonnels de dernière minute, si tant est qu'il y en ait. L'année dernière, mon père m'avait offert une carte cadeau pour un magasin où je n'allais jamais, tandis que ma mère m'avait refilé une écharpe que je lui avais en fait offerte 2 Noëls auparavant. Suivant la tradition familiale, j'ai également fabriqué des décorations maison pour les maisons de chacun. Ma grand-mère avait commencé cette pratique, créant chaque année des ornements personnalisés pour chaque membre de la famille. Après son décès, j'ai continué la tradition, passant des week-ends en novembre et début décembre à fabriquer des pièces uniques pour tout le monde. Cette année, j'ai conçu des boules à neige miniatures contenant de minuscules répliques de moments significatifs de l'année de chaque personne. À la mi-décembre, le stress combiné du travail et des obligations familiales a commencé à se manifester physiquement. J'ai développé des maux de tête persistants. Ma peau a eu des boutons pour la première fois depuis l'université, et je me suis surprise à grincer des dents si fort que j'ai fissuré une molaire et eu besoin d'un rendez-vous d'urgence chez le dentiste. C'est lié au stress, m'a informé mon dentiste. Êtes-vous sous une pression inhabituelle ces derniers temps? J'ai ri jusqu'à ce que je réalise qu'il était sérieux. Juste le chaos habituel des fêtes, ai-je dit, minimisant la situation comme toujours. Le point de rupture au travail est survenu lors des préparatifs finaux pour le gala de Noël Durand, le plus grand événement client de la saison. Je passais en revue les plans de table avec ma collègue Camille, quand je n'ai soudainement plus pu me concentrer sur le tableau devant moi. Les noms et les tables se sont brouillés, et sans avertissement, j'ai fondu en larmes. Camille m'a immédiatement conduite dans une salle de conférence vide et a fermé la porte. Pauline, que se passe-t-il? Ça ne te ressemble pas du tout. Entre deux sanglots, toute l'histoire est sortie. Les années de déséquilibre familial,
les critiques croissantes, le manque total d'appréciation, la discussion de groupe exclusive et la pression grandissante des fêtes. Je n'en peux plus, ai-je conclu. Mais je ne sais pas comment arrêter. Camille a écouté avec une horreur croissante. Pauline, ce n'est pas un comportement familial normal. Il profite de toi de manière flagrante. C'est ma famille, ai-je dit automatiquement. Être de la famille ne donne pas aux gens le droit de te traiter comme leur servante personnelle, a-t-elle rétorqué. Ma famille me rend folle de temps en temps aussi. Mais nous contribuons tous. Ce que tu décris, c'est qu'il t'utilise depuis des années. Son point de vue extérieur a soudainement mis la situation en lumière. Était-il possible que j'ai normalisé un comportement profondément dysfonctionnel parce qu'il s'était développé progressivement au fil des ans? Que dois-je faire, ai-je demandé, vraiment incertaine. Dis-leur directement que tu as besoin de plus d'appréciation et d'aide, a conseillé Camille. Sois précise sur ce dont tu as besoin de la part de chaque personne. S'ils tiennent à toi, ils se manifesteront. Son conseil semblait raisonnable, alors ce soir-là, j'ai demandé un appel vidéo familial pour discuter des arrangements de Noël. Tout le monde semblait agacé par l'interruption de leurs emplois du temps, mais a accepté à contre-cœur. Je pensais à Noël, ai-je commencé une fois que tout le monde était connecté. Avec mon nouveau poste, j'ai besoin de plus d'aide cette année. J'aimerais que chacun de vous prenne la responsabilité de certains aspects de notre rassemblement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Qu'est-ce que tu demandes exactement, a finalement dit mon père. J'ai exposé des demandes spécifiques. Mes parents pourraient s'occuper des préparatifs du dîner principal dans leur cuisine. Jacques pourrait gérer les boissons et la musique. Sarah et sa famille pourraient superviser les décorations et les activités pour les jeunes cousins. Thomas et sa femme pourraient coordonner l'échange de cadeaux et aider au nettoyage. Cela semble inutilement compliqué, a dit ma mère. Les choses fonctionnent bien comme elles sont. Elles ne fonctionnent pas bien pour moi, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'attendais. Je suis en train de m'épuiser à essayer de créer des fêtes parfaites tout en travaillant à plein temps. Personne ne t'a demandé de tout rendre parfait, a dit Sarah. C'est ton choix. Tu as toujours insisté pour contrôler chaque détail, a ajouté Jacques. Maintenant, tu t'en plains. J'ai pris la responsabilité parce que personne d'autre ne le voulait, ai-je souligné. Je demande simplement plus d'équilibre. Tu fais du cinéma, a dit Thomas d'un air dédaigneux. Noël est censé être joyeux, pas une liste de tâches à répartir. Facile à dire quand on n'est pas du tout sur la liste des tâches, ai-je répondu. Mon père s'est raclé la gorge. Pauline, si tu comptes apporter cette attitude négative à Noël, peut-être devrais-tu envisager de ne pas venir cette année. Nous pouvons nous débrouiller sans le drame. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais contribué au fil des ans, j'étais maintenant le problème à éliminer plutôt que la personne à soutenir. Je ne pense pas que ce soit ce que Pauline veut dire, est intervenu Marc, ayant entendu la conversation de près. Elle demande juste un peu de considération. C'est une affaire de famille, a dit ma mère froidement. Sans vouloir t'offenser, Marc. L'appel s'est terminé peu de temps après, sans rien résoudre et avec des tensions plus vives que jamais. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu plusieurs textos individuels de membres de ma famille exprimant leur déception face à mon attitude et mon égoïsme. La confrontation finale a eu lieu la nuit précédant le message groupé fatidique. Sarah a appelé au sujet des plans du dîner de Noël, exigeant spécifiquement que je prépare à la fois de la dinde et du jambon cette année parce que son fils aîné avait soudainement décidé qu'il n'aimait pas la dinde. Je ne peux pas faire les deux, ai-je expliqué. Je n'ai ni le temps ni l'espace dans le four. C'est juste un plat de plus, a-t-elle insisté. Tu fais toujours un si beau festin. Je prépare déjà 12 plats différents, ai-je souligné. Si Dylan veut du jambon, tu es la bienvenue pour en apporter un. Tu sais, je ne suis pas doué pour cuisiner le jambon, s'est-elle plainte. Tu pourrais apprendre, ai-je répété les mots que j'avais dit à Jacques des semaines plus tôt. Je l'ai fait. Pourquoi es-tu si difficile? C'est Noël. Exactement. C'est Noël pour moi aussi, Sarah, pas seulement pour tout le monde. Elle m'a raccroché au nez et j'ai reçu un texto de ma mère quelques minutes plus tard. Sarah est contrariée. Pourquoi ne peux-tu pas simplement faire le jambon? La famille, c'est le compromis. Je n'ai pas répondu, trop épuisé pour souligner que je semblais être la seule à qui l'on demandait de faire des compromis. Au lieu de cela, je suis allé me coucher tôt, espérant qu'une bonne nuit de sommeil pourrait apporter une certaine perspective.
Je n'avais aucune idée que le lendemain matin apporterait le message qui briserait enfin le schéma pour toujours. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai parcouru mes emails professionnels en préparant mon café, et j'allais sauter sous la douche quand mon téléphone a sonné avec une notification de message groupé. Voyant que cela venait de mon père au groupe familial, pas la discussion secrète famille sans paix, mais celle officielle qui m'incluait, je l'ai ouverte sans trop y penser. Le message me fixait. Après discussion avec tout le monde, nous pensons qu'il serait préférable que Pauline ne vienne pas pour Noël cette année. Les plaintes et les exigences constantes créent des tensions, et nous voulons tous des fêtes paisibles. Nous pourrons échanger les cadeaux après le nouvel an. Ma tasse de café m'a glissé des mains, se brisant sur le carrelage de la cuisine. J'ai à peine remarqué alors que je regardais en temps réel les réponses apparaître sous le message. Jacques signe pouce vers le haut, signe pouce vers le haut, Sarah signe pouce vers le haut, totalement d'accord, besoin de positivité seulement, Thomas signe pouce vers le haut, c'est probablement mieux comme ça, puis vint la trahison la plus inattendue, celle de ma tante Sylvie, que j'avais passé des week-ends à aider après son divorce, qui m'appelait son rock et sa nièce préférée, a ajouté sa réponse. Sylvie signe pouce vers le haut, ce sera plus détendu sans le drame, désolé Pauline mais parfois une pause est nécessaire, ma mère, de manière ostensible, n'a rien ajouté, ce qui, d'une certaine manière, a fait plus mal que si elle avait ouvertement acquiescé. Son silence était une approbation suffisante. La sensation physique était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ma poitrine se serrait douloureusement, ma vision se rétrécissait à l'écran du téléphone, et un étrange bourdonnement remplissait mes oreilles. Je me sentais à la fois chaude et froide, mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir mon téléphone. 10 ans de Noël, des milliers d'euros dépensés, d'innombrables heures à planifier, cuisiner, décorer, organiser. Toutes les fois où j'avais refoulé mes sentiments pour maintenir la paix. Toutes les fois où j'avais sacrifié mes propres besoins pour les leurs. Tout effacé par un seul texto et 5 réactions pouces en l'air. Je suis resté figé pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques minutes. Puis, avec un calme étrange qui vient de la clarté absolue, j'ai tapé ma réponse. Parfait. Vous ne me reverrez plus non plus. Joyeux Noël. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir reconsidérer, puis j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Le silence qui a suivi était à la fois terrifiant et étrangement paisible. Pour la première fois depuis des années, je ne me démenais pas pour arranger une situation familiale. Il n'y avait plus rien à arranger. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, entouré de céramique brisée et de café refroidissant, avant que Marc ne me trouve. Il avait fait la grasse matinée, ayant travaillé tard la veille. Son expression est passée de la confusion ensommeillée à l'alarme en observant la scène. « Pauline, que s'est-il passé? Tu es blessée ?» Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot après l'avoir rallumé. Il a lu l'échange, son visage s'assombrissant à chaque message. Ces égocentriques, ces ingrats, a-t-il commencé, puis s'est arrêté en voyant mon visage. « Viens ici », a-t-il dit à la place, me serrant dans une étreinte forte. C'est là que les larmes sont finalement venues, de grands sanglots saccadés qui semblaient monter des profondeurs de mon âme. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait toujours tant essayé d'être assez bien, pour la femme qui avait tout donné et n'avait rien reçu en retour, pour toutes les fêtes passées à m'épuiser pour des gens qui ne prenaient même pas la peine de dire merci. Ils ne te méritent pas, a murmuré Marc férocement dans mes cheveux. Ils ne t'ont jamais mérité. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que mes jambes lâchent et qu'il me guide vers le canapé. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran. Tu n'es pas obligé de répondre, a dit Marc. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce qu'il arrête de sonner, puis j'ai regardé les notifications de textos commencer à apparaître. Mère, Pauline, ne sois pas puérile. Nous pensons juste que tout le monde a besoin d'une pause. Père, pas besoin de déclarations dramatiques. Nous parlons d'un seul rassemblement de Noël, pas de pour toujours. Sarah, sérieusement, tu menaces de couper les ponts avec toute la famille parce que tu ne supportes pas une seule critique. Je me sentais étrangement détaché en lisant leurs messages. Ils étaient si prévisibles, si constamment à côté de la plaque qu'ils semblaient presque des caricatures plutôt que de vraies personnes. La vraie surprise est venue environ 1 heure plus tard, lorsque les préoccupations pratiques ont commencé à émerger. Jacques, alors, est-ce que tu fais toujours la dinde ou devrions-nous commander quelque chose? Sarah, et les cadeaux que tu as déjà achetés pour les enfants? Ils seront déçus. Thomas,
tu as encore la boîte d'ornements de famille de l'année dernière. Nous avons besoin de ces décorations. Pas un seul message ne contenait d'excuses. Pas un seul ne reconnaissait la peine qu'ils avaient causée. Leur seule préoccupation était pratique. Qui allait cuisiner leur nourriture? Qui allait fournir leurs cadeaux? Qui allait créer leur Noël parfait? Maintenant, ils pensent vraiment que tu vas encore tout fournir tout en acceptant gracieusement d'être des invités, a dit Marc, incrédule. Ils ne voient même pas ce qu'ils ont fait. La prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice. Ils ne me voyaient vraiment pas comme une personne avec des sentiments, seulement comme une fonction à utiliser. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai décidé que j'en avais fini de remplir cette fonction. J'ai de nouveau éteint mon téléphone, appelé mon patron pour demander des jours de congé personnel d'urgence, mes premiers en 3 ans, et je me suis assise pour digérer ce qui venait de se passer et ce qui allait suivre. Le premier jour après le message est passé dans un flou de choc et de larmes. Je n'avais jamais pris de congé imprévu auparavant, mais Camille a couvert mes responsabilités sans poser de questions après mon appel. Prends tout le temps dont tu as besoin, m'a-t-elle assuré. L'événement durant est sous contrôle et tout le reste peut attendre. Marc a également réorganisé son emploi du temps pour rester avec moi, travaillant à distance depuis notre appartement plutôt que d'aller à son bureau. Il a maintenu une présence protectrice sans être envahissant, me donnant l'espace pour traiter mes sentiments tout en s'assurant que je n'étais pas seul. « Qu'est-ce que tu veux faire pour Noël maintenant ?» a-t-il demandé doucement alors que nous picorions un dîner à emporter que je ne pouvais pas goûter. La question m'a surprise. J'avais été si concentré sur le rejet de ma famille que je n'avais pas considéré ce que je voulais. Noël avait toujours consisté à répondre à leurs attentes, jamais à mes propres désirs. Je ne sais pas, ai-je admis. Je n'ai jamais eu Noël selon mes propres termes. L'expression de Marc s'est adoucie. Alors peut-être qu'il est temps que tu le fasses. Cette nuit-là, alors que je parcourais sans but mon ordinateur portable pour me distraire, je suis tombé sur des annonces de location de gîtes en Normandie, à environ 3 heures de route de Paris. Une annonce particulière a attiré mon attention. Un gîte confortable d'une chambre sur un petit lac, assez isolé pour l'intimité, mais assez proche d'une petite ville pour les commodités. La photo montrait une cheminée en pierre, une petite cuisine bien équipée et des fenêtres panoramiques donnant sur des pins enneigés. Sans trop réfléchir, j'ai réservé le gîte pour 3 nuits, du 24 au 26 décembre. La décision spontanée était à la fois terrifiante et exaltante. Je pense que j'ai besoin d'être dans un endroit complètement différent ce Noël, ai-je dit à Marc, en lui montrant la confirmation de réservation. Ça a l'air parfait, a-t-il convenu. Dois-je réserver quelque part à proximité ou préférerais-tu être seul? Le fait qu'il ait demandé plutôt que de supposer m'a profondément touché. J'aimerais que tu viennes avec moi si tu es d'accord pour passer Noël loin de ta famille. Mes parents sont en Floride cette année de toute façon, a-t-il dit. Et honnêtement, il n'y a aucun endroit où je préférerais être qu'avec toi en ce moment. Le deuxième jour, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver plus de 40 appels manqués et près d'une centaine de textos. La plupart provenaient de membres de ma famille, alternant entre culpabilisation, questions pratiques sur les arrangements de Noël et exigences de plus en plus furieuses que j'arrête d'être puéril et que je réponde. Je les ai parcourus avec un étrange détachement, comme si je lisais le drame familial de quelqu'un d'autre. Un message de ma tante Sylvie a attiré mon attention. Ta mère est hors d'elle en essayant de trouver une solution pour le dîner de Noël. Dis-nous au moins si tu as déjà acheté les ingrédients que nous pourrions utiliser. L'audace était presque impressionnante. Ils m'avaient des invités de Noël et s'attendaient maintenant à ce que je leur fournisse la nourriture, les décorations et des conseils sur la façon de gérer la fête sans moi. Cette prise de conscience a cimenté ma décision de rompre complètement. Alors que j'allais de nouveau éteindre mon téléphone, il a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, j'aurais laissé les appels inconnus aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Pauline, c'est Camille du travail. J'appelle de mon téléphone personnel. Est-ce que tout va bien avec l'événement durant, ai-je demandé immédiatement, les préoccupations professionnelles prenant momentanément le pas sur les personnels. Tout va bien au travail, m'a-t-elle assuré. J'appelle en tant qu'ami. Comment vas-tu? Son inquiétude sincère a percé l'engourdissement protecteur que j'avais cultivé. Pas génial, ai-je admis, mais je trouve des solutions. Antoine et moi aimerions passer ce soir si ça te va. Rien de compliqué, juste du vin et un soutien moral. Antoine était le directeur créatif de notre entreprise et le petit ami de Camille.
Bien que nous ne soyons pas des amis proches en dehors du travail, il avait toujours été gentil et encourageant. Vous n'avez pas à faire ça, ai-je commencé. Nous le voulons, a interrompu Camille. Sauf si tu préfères être seul, ce qui est tout à fait compréhensible. L'offre d'une amitié simple sans attente m'a semblé être une bouée de sauvetage. En fait, ce serait bien. Merci. Ils sont arrivés ce soir-là avec 2 bouteilles de vin, une énorme planche de charcuterie de mon traiteur préféré et une boîte de pâtisserie de la boulangerie française près de notre bureau. De la nourriture réconfortante, a expliqué Camille en disposant tout sur ma table basse. Le remède universel aux drames familiaux. Alors que nous nous installions dans mon salon, la conversation a naturellement porté sur ce qui s'était passé. Pour la première fois, j'ai partagé toute l'étendue du comportement de ma famille au fil des ans, les attentes constantes, les critiques, le don à sens unique, les dénigrements subtils et moins subtils. Une fois que j'ai commencé à parler, je ne semblais plus pouvoir m'arrêter, des années de sentiments refoulés se déversant dans un torrent de mots. Camille et Antoine ont écouté sans interruption, leurs expressions passant de l'incrédulité à la colère et à la compassion. Pauline, a finalement dit Antoine, ce que tu décris n'est pas une tension familiale normale. C'est de la violence psychologique. Le mot violence m'a fait tressaillir. Cela semble extrême. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils te prennent pour acquise, a suggéré Camille, ignorent tes sentiments, t'excluent des conversations familiales tout en s'attendant à ce que tu gères toutes les responsabilités familiales, te désinvitent de Noël quand tu demandes une considération de base. Présenté si clairement, il était difficile de défendre leur comportement. Parfois, nous normalisons des dynamiques dysfonctionnelles parce qu'elles se développent progressivement, a dit Antoine doucement. Mais d'un point de vue extérieur, ce n'est pas ainsi que les familles aimantes se traitent. Leur validation était à la fois douloureuse et curative. Pendant des années, je m'étais demandé si j'étais trop sensible ou exigeante. Entendre des amis objectifs confirmer que le comportement de ma famille était véritablement problématique a levé un poids que je ne réalisais pas que je portais. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Camille. Je leur ai parlé de la location du gîte et de ma décision de passer Noël loin des attentes familiales pour la première fois de ma vie d'adulte. Cela semble être exactement ce dont tu as besoin, a-t-elle approuvé. Une rupture nette pour déterminer ce que tu veux réellement de ces relations à l'avenir. Si tant est que tu en veuilles, a ajouté Antoine. Ces mots m'ont frappé. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas envisagé la possibilité de réduire définitivement le contact avec ma famille. La pensée était à la fois terrifiante et libératrice. Le matin du 3e jour avant Noël, j'ai commencé à faire mes bagages pour notre escapade au gîte. En triant mes vêtements, je suis tombé sur la grande boîte de rangement dans le placard de ma chambre d'amis contenant tous les cadeaux de Noël que j'avais déjà achetés pour ma famille. La vue de cette boîte a déclenché une nouvelle vague de douleur. J'avais passé des semaines à choisir des cadeaux attentionnés pour des gens qui ne prenaient même pas la peine d'apprécier ma présence, encore moins mes présents. Après un moment de réflexion, j'ai pris une autre décision impulsive. J'ai appelé un foyer d'accueil local et j'ai demandé s'ils acceptaient les dons de cadeaux. Absolument, m'a dit la coordinatrice des bénévoles. Beaucoup de nos familles ont du mal à offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. 2 heures plus tard, Marc et moi avons livré toute la boîte de cadeaux emballés au foyer. J'avais retiré les étiquettes de nom d'origine et les avais remplacées par des étiquettes génériques, pour une maman spéciale, pour un ado qui aime la musique, pour un papa qui aime lire. Ce sont de magnifiques cadeaux, a dit la coordinatrice en examinant les paquets soigneusement emballés. Ils apporteront tellement de joie à nos familles. Pour la première fois depuis la réception du texto dévastateur, j'ai ressenti une véritable sensation de chaleur. Mes cadeaux iraient à des gens qui les apprécieraient vraiment plutôt qu'à ceux qui les prenaient pour acquis. Alors que nous chargions la voiture pour notre voyage le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu, en mettant le haut-parleur pour que Marc puisse entendre. « Pauline, ça a assez duré », a dit mon père sans préambule. « Ta mère est très contrariée et nous devons savoir ce qui se passe avec le dîner de Noël. »« Je ne fournirai pas de dîner de Noël, » ai-je dit calmement. « Conformément à votre demande, je ne viendrai pas, ce qui signifie que ma nourriture, mes décorations et mes compétences organisationnelles ne viendront pas non plus. »« Ne sois pas ridicule, » a-t-il bafouillé. « Nous voulions juste dire que tu ne devais pas assister au rassemblement, pas que tu ne devais pas gérer les préparatifs comme d'habitude. » L'absurdité de sa déclaration était si profonde que j'ai réellement ri. « Papa, est-ce que tu t'entends ?
Vous m'avez des invités de Noël, mais vous vous attendez toujours à ce que je cuisine, décore et coordonne tout. Nous pensions que tu serais plus mature à ce sujet, a-t-il dit, son ton désapprobateur. La famille passe avant tout, Pauline. Exactement, ai-je convenu. Et pour la première fois, je me mets en premier parce que je fais aussi partie de la famille. Au revoir, papa. J'ai mis fin à l'appel et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Cette fois avec un sentiment de finalité. Alors que Marc et moi quittions Paris le lendemain matin, la veille de Noël, j'avais l'impression de laisser derrière moi plus que la ville. Je laissais derrière moi une vie d'attente déséquilibrée et de dons non réciproques. La route devant moi était incertaine, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'elle pourrait mener à un endroit où je voulais réellement aller. Se réveiller dans le gîte le matin de Noël était surréaliste. Pour la première fois en une décennie, je n'étais pas debout avant l'aube à préparer un énorme petit déjeuner, à coordonner l'ouverture des cadeaux ou à arroser une dinde. Au lieu de cela, je suis resté dans un lit confortable à regarder les flocons de neige dériver devant les fenêtres givrées avec absolument rien à faire. Le premier sentiment fut la désorientation, presque de l'anxiété. Mon corps semblait attendre que le stress familier s'installe, que la liste des tâches nécessitant une attention immédiate apparaisse. Quand aucune pression de ce genre ne s'est matérialisée, j'ai ressenti une étrange sensation de flottement, comme si je m'étais préparé à une force qui avait soudainement disparu. Joyeux Noël, a dit Marc, me tendant une tasse de café fumante alors que j'émergeais enfin de la chambre. Comment as-tu dormi? Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois, ai-je admis. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais physiquement épuisé avant de me reposer vraiment. Il a souri, l'air content de lui. J'ai une petite surprise pour toi. Rien de compliqué, mais je voulais que cette journée soit spéciale. Il m'a conduite dans la pièce principale du gîte, où il avait arrangé un modeste mais charmant matin de Noël. Un minuscule sapin de table se trouvait sur la table basse, décoré de pommes de pin et de rubans qu'il devait avoir secrètement apportés dans ses bagages. Une petite pile de cadeaux emballés attendait à proximité, ainsi qu'une assiette de viennoiserie de la boulangerie locale du village. « Quand as-tu fait tout ça ?» ai-je demandé, sincèrement touché par ce simple geste. « Je me suis éclipsé pendant que tu dormais encore », a-t-il expliqué. La boulangerie du village ouvre tôt, même à Noël, et j'avais emballé le mini-sapin et les décorations avant notre départ. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la prévenance derrière ce geste. Marc n'avait pas essayé de recréer une célébration de Noël élaborée ou de me forcer à une festivité forcée. Au lieu de cela, il avait créé une reconnaissance douce et sans pression de la journée qui ne demandait rien de moi, sinon d'en profiter. « C'est parfait », ai-je dit, sentant les larmes menacer à nouveau, mais des larmes différentes cette fois. « Merci. » Nous avons passé la matinée en agréable compagnie, ouvrant les quelques cadeaux que nous avions apportés l'un pour l'autre, dégustant les viennoiseries et regardant la neige continuer de tomber dehors. Pas d'horaire élaboré, pas de performance de tradition, pas de stress pour savoir si tout le monde passait un moment parfait. Vers midi, j'ai décidé de rallumer brièvement mon téléphone, plus par curiosité que par désir de renouer avec ma famille. Le barrage de notifications a été immédiat et écrasant. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux et de textos, la plupart exprimant une combinaison de colère, de culpabilisation et de préoccupations pratiques concernant les arrangements de la fête. Un message s'est démarqué des autres. Il venait de Clara Martin, mon amie d'enfance, qui avait déménagé à Marseille des années auparavant. Nous restions en contact sporadiquement mais ne nous étions pas parlé depuis plusieurs mois. Pauline, je viens d'apprendre ce qui s'est passé avec ta famille par Sarah. Elle a appelé pour se plaindre de toi. Typique. S'il te plaît, appelle-moi quand tu pourras. J'ai des choses que je pense que tu devrais entendre. Curieuse, je suis sorti sur le porche couvert du gîte et je l'ai appelée. Pauline, Dieu merci, a-t-elle répondu immédiatement. Tu vas bien? Sarah a fait croire que tu avais fait une sorte de dépression. En fait, je vais étonnamment bien, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Qu'est-ce que Sarah t'a dit exactement? Le rire de Clara n'avait rien d'amusant. Oh, la version habituelle de Sarah. Que tu es soudainement devenue exigeante et difficile à propos de Noël, que tu as refusé d'aider pour quoi que ce soit, puis que tu as annoncé de manière dramatique que tu coupais les ponts avec la famille pour toujours. Je savais qu'il devait y avoir plus à l'histoire. Je lui ai donné la version abrégée de ce qui s'était passé, en terminant par le message groupé et ma décision de m'éloigner pour les fêtes. D'abord, je suis tellement désolé qu'il t'ait traité de cette façon,
a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Mais honnêtement, je ne suis pas surprise. Son commentaire m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Pauline, j'observe comment ta famille te traite depuis 20 ans, a-t-elle expliqué. Ils ont toujours profité de ta générosité et de ton sens des responsabilités. Tu te souviens au lycée quand tes parents t'ont fait annuler tes plans pour le bal de promo pour garder Sarah et les garçons pendant qu'ils partaient en croisière? Ou à l'université quand ils t'ont culpabilisé pour que tu rentres un week-end sur 2 pour aider aux rénovations de la maison alors que tes frères et sœurs étaient trop occupés par leurs activités scolaires? Pendant qu'elle parlait, des souvenirs d'innombrables cas où mes besoins avaient été jugés moins importants que ceux de tout le monde ont refait surface. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, ai-je demandé. Je l'ai fait quelques fois au lycée, m'a-t-elle rappelé. Tu les défendais toujours. Au bout d'un moment, il semblait que le souligner ne faisait que te faire te sentir plus mal sans rien changer. Je ne savais pas comment aider. Ces mots résonnaient avec une vérité douloureuse. J'avais passé des années à rationaliser le comportement de ma famille, à trouver des excuses, à prendre la responsabilité de dynamiques qui n'étaient pas de ma faute. Je pense qu'à un certain niveau, j'ai toujours su que c'était déséquilibré, ai-je admis. Mais le reconnaître signifiait affronter la possibilité qu'ils ne se soucient tout simplement pas de moi comme je me soucie d'eux. Ou ils se soucient à leur manière mais te prennent complètement pour acquise, a suggéré Clara. Quoi qu'il en soit, tu mérites mieux. Pauline, tu l'as toujours mérité. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le porche, regardant la neige, digérant notre conversation. C'était comme voir ma vie à travers une lentille différente, voyant des schémas que j'avais été trop proche pour reconnaître. Plus tard dans l'après-midi, la curiosité l'a emporté, et j'ai brièvement consulté les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs avaient tous posté des publications sur leur célébration de Noël. Sarah avait partagé des photos d'un dîner clairement acheté en magasin avec la légende « Improviser un peu de magie de Noël à la dernière minute ». Parfois, la simplicité est la meilleure. Famille d'abord. Jacques a posté une photo d'un salon peu décoré. Noël, ce n'est pas la perfection. C'est être ensemble. Noël. Thomas n'a rien partagé sur le rassemblement familial, mais avait posté une vague citation inspirante. Parfois, il faut laisser partir les personnes toxiques, même la famille. Les limites sont saines. L'ironie de son utilisation de ce hashtag ne m'a pas échappé. Ce qui m'a le plus frappé dans leur publication, c'est la tension évidente qui transparaissait à travers leur tentative de positivité. Le dîner avait l'air chaotique et peu appétissant, les décorations désordonnées, l'atmosphère clairement tendue sans moi pour tout gérer, ils avaient du mal à créer ne serait-ce qu'un rassemblement de fête de base. Pourtant, aucun d'entre eux ne m'avait contacté avec de véritables excuses ou une reconnaissance de la façon dont ils m'avaient blessé. Les textos continuaient d'être des demandes d'informations ou d'aide, des accusations de gâcher Noël, ou des tentatives de me culpabiliser pour que je réponde. En parcourant le drame familial qui se déroulait sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message inattendu de Rachel, ma cousine et la fille de ma tante Sylvie. À 22 ans, elle était beaucoup plus jeune que moi, et nous n'avions jamais été particulièrement proches, bien que j'ai toujours essayé d'être gentil avec elle lors des réunions de famille. Pauline, je voulais juste dire que je pense que ce qu'ils t'ont fait était vraiment mal. Maman n'a pas voulu me raconter toute l'histoire, mais j'ai vu la discussion de groupe et c'était cruel. Tu as toujours rendu Noël spécial pour tout le monde, et ils n'avaient pas le droit de te traiter de cette façon. J'espère que tu vas bien. Son message, la première véritable expression de soutien de la part de quelqu'un de ma famille élargie, m'a de nouveau fait monter les larmes aux yeux. J'ai envoyé un bref mais sincère remerciement, promettant de parler davantage à mon retour à Paris. Alors que la lumière du jour s'estompait dans la soirée, Marc et moi nous sommes emmitouflés et sommes allés nous promener dans le paysage enneigé entourant le gîte. La forêt était étrangement silencieuse, la neige étouffant tous les sons sauf le doux craquement sous nos bottes. À quoi penses-tu? A demandé Marc alors que nous nous arrêtions au bord du lac gelé. Que j'ai des décisions à prendre quand nous rentrerons, ai-je dit. Sur le type de relation que je veux avec ma famille à l'avenir, si j'en veux une. Quelle que soit ta décision, je suis avec toi, m'a-t-il assuré, me serrant la main à travers des pégants. À ce moment-là, debout dans la neige immaculée avec quelqu'un qui me soutenait sincèrement, j'ai ressenti une clarté que j'avais cherchée toute ma vie d'adulte. J'avais passé des années à essayer de gagner l'amour et l'approbation de personnes incapables de le donner librement. Je m'étais épuisé à essayer de créer des expériences familiales parfaites pour des gens qui ne pouvaient même pas montrer une considération de base pour mes sentiments.
Je pense que c'est le dernier Noël que je passerai à essayer de répondre à des attentes impossibles, ai-je dit. À quoi ressemblera le prochain Noël alors, a-t-il demandé. J'ai souri, sincèrement excité par la possibilité. Je n'en ai aucune idée. Mais pour la première fois, ce sera mon choix. Alors que nous retournions au gîte, je me sentais plus légère à chaque pas, comme si je me débarrassais du poids des obligations et des attentes que j'avais portées si longtemps. Le chemin à parcourir était incertain, mais c'était à moi de le choisir. Revenir à Paris après le Nouvel An, c'était comme revenir dans un endroit familier en étant une personne différente. La ville était la même, mon appartement inchangé, mais je me déplaçais dans ces espaces avec une nouvelle perspective qui transformait tout. Le premier test de ma résolution est venu lorsque j'ai finalement rallumé mon téléphone de manière permanente. L'arriéré de messages était écrasant. Des centaines de textos, des dizaines de messages vocaux et de nombreux emails de membres de ma famille. Ils allaient d'accusations furieuses à des appels larmoyants, de questions pratiques sur l'endroit où j'avais rangé certains articles de fait à des tentatives de manipulation culpabilisantes. Ton neveu a pleuré quand il n'y avait pas de cadeau de tante Pauline. Papa dit que sa tension artérielle est élevée à cause de tout ce stress que tu as causé. Maman a dû prendre un sédatif la veille de Noël. J'espère que tu es contente de toi. Où as-tu mis la belle nappe? On a cherché partout. Les lire, c'était comme assister à une pièce de théâtre avec des personnages prévisibles, chacun jouant son rôle assigné dans le drame familial. Pour la première fois, je pouvais voir clairement les tactiques de manipulation, reconnaissant comment elles avaient toujours fonctionné sur moi auparavant. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'écrire un seul email et de l'envoyer à tout le monde dans la famille. Je voulais exprimer mes sentiments clairement une fois pour toutes plutôt que d'être entraîné dans des disputes individuelles qui draineraient mon énergie et ma résolution. J'ai passé du temps à réfléchir à notre dynamique familiale et à ma place au sein de celle-ci, et j'écris. Pendant des années, j'ai donné tout ce que je pouvais pour créer des expériences spéciales pour vous tous, souvent à un coût personnel, financier et émotionnel important pour moi-même. Quand j'ai finalement demandé plus d'équilibre et de considération, non seulement cela m'a été refusé, mais j'ai été carrément désinvité du rassemblement même que j'ai travaillé si dur à créer pendant une décennie. Cette expérience a été douloureuse mais éclairante. Je comprends maintenant que la relation que nous avons eue a été fondamentalement déséquilibrée, avec moi donnant constamment tout en recevant très peu en retour. Ce schéma n'est sain pour aucun d'entre nous. À l'avenir, je vais établir des limites plus claires autour de ce que je peux et vais contribuer aux rassemblements familiaux. Je ne serai plus la seule organisatrice, financière et exécutante des fêtes de famille. Je participerai en tant que membre égal de la famille, ou pas du tout. Je suis ouverte à la reconstruction de nos relations sur des bases plus saines si c'est quelque chose que vous voulez aussi. Mais cela nécessitera la reconnaissance des schémas passés, des excuses sincères pour les comportements blessants, et un engagement à des interactions plus équilibrées à l'avenir. Je vous aime tous, mais je dois aussi m'aimer assez pour cesser d'accepter un traitement qui me diminue. Les réponses ont été aussi variées que révélatrices du caractère de chaque personne. Mon père a répondu par un message laconique sur sa déception face à mon égoïsme continu et sur le fait que les vrais membres de la famille ne tiennent pas les comptes. Ma mère a envoyé un long email larmoyant sur le fait que j'avais toujours été difficile et sensible et qu'elle avait fait de son mieux avec moi malgré ma personnalité exigeante. Jacques n'a pas répondu directement mais a posté une autre mise à jour vague sur les réseaux sociaux à propos des personnes toxiques qui créent des drames puis jouent les victimes. Sarah a envoyé une liste à puces de toutes les façons dont j'avais soi-disant failli à la famille au fil des ans, omettant commodément tout ce que j'avais contribué. Thomas a envoyé un bref message qui semblait presque conciliant jusqu'à la dernière ligne. Quand tu seras prête à t'excuser d'avoir gâché Noël, nous serons là. Ma tante Sylvie, comme on pouvait s'y attendre, a envoyé un message tentant de se positionner comme la pacificatrice. Les deux parties ont des points valables, mais la famille doit passer en premier. Ta mère a le cœur brisé. Seule Rachel, ma jeune cousine, a envoyé un message de soutien sincère. Je pense que tu es incroyablement courageuse. Ils sont tous dans le déni, mais moi, je te vois. Plutôt que d'être blessé par leurs réponses, je les ai trouvées étrangement confirmatives. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient et à quel point ils accordaient peu de valeur à mes sentiments ou à ma perspective. La clarté était douloureuse, mais nécessaire. Sur la recommandation de Marc, j'ai commencé à voir le docteur Claire Bernard, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Notre première séance a été une révélation. Ce que vous décrivez ressemble à un système familial classique avec des rôles rigides, a-t-elle expliqué.
On vous a assigné le rôle de soignante et de facilitatrice très tôt, et toute tentative de sortir de ce rôle menace l'ensemble du système. Pourquoi voudraient-ils me maintenir dans un rôle qui m'épuise, ai-je demandé. Parce que cela leur profite, a-t-elle dit simplement. Vous avez géré leurs émotions, leurs conflits, leurs responsabilités et leurs fêtes. Si vous arrêtez de le faire, ils doivent faire face à leurs propres problèmes et prendre la responsabilité de leurs propres expériences. Beaucoup de gens se battront très fort pour éviter ce genre de responsabilisation. Au cours des mois suivants, nos séances m'ont aidé à comprendre les schémas profonds qui avaient façonné mes relations, non seulement avec ma famille, mais dans tous les domaines de ma vie. J'ai reconnu comment je me surmène constamment, anticipant les besoins des autres avant les miens, cherchant l'approbation par le service plutôt que de croire que j'étais digne d'amour simplement pour être moi-même. La guérison ne signifie pas que vous devez couper complètement les ponts avec votre famille, m'a assuré le docteur Bernard. Mais cela signifie établir et maintenir des limites claires, même lorsqu'ils s'y opposent. Et ils s'y opposeront, car vos limites menacent leur confort. Elle avait raison. Alors que l'hiver se transformait en printemps, la pression de ma famille s'est intensifiée. Ma mère a commencé à appeler des amis communs pour exprimer son inquiétude quant à mon état mental. Mon père a tenté d'enrôler Marc pour ramener Pauline à la raison. Sarah a répandu des rumeurs au sein de notre famille élargie sur ma dépression et mon abandon des devoirs familiaux. Chaque tentative de manipulation a renforcé ma résolution plutôt que de l'affaiblir. J'ai maintenu un contact minimal, répondant aux communications directes poliment mais brièvement, sans me laisser entraîner dans des disputes ou des culpabilisations. À l'été, un nouveau schéma avait émergé. Certains membres de la famille, réalisant que j'étais sérieuse au sujet de mes limites, ont commencé à ajuster leur approche. Thomas et sa femme nous ont invités, Marc et moi, à dîner sans autre ordre du jour que de renouer le contact. La soirée était légèrement gênante, mais cordiale, avec un évitement soigneux des sujets sensibles. Mes parents et Sarah sont restés campés sur leur position, alternant entre un silence froid et des tentatives de manipulation émotionnelle. Jacques flottait quelque part entre les deux, tendant parfois la main avec de prudentes tentatives de conversation normale. À l'approche de la Toussaint, j'ai reçu la pression attendue pour reprendre mon rôle de coordinatrice de la fête. J'ai décliné poliment mais fermement, suggérant plutôt que tout le monde contribue à une réservation de restaurant s'ils voulaient se réunir en famille. Ce n'est pas une vraie Toussaint, a protesté ma mère. C'est un type différent de Toussaint, ai-je corrigé. Et c'est ce avec quoi je suis à l'aise cette année. Finalement, certains membres de la famille ont choisi d'assister à la Toussaint au restaurant, Thomas, sa femme et, étonnamment, Jacques, tandis que d'autres ont refusé par principe, mes parents, Sarah et sa famille. Le repas était quelque peu tendu, mais gérable, un petit pas vers de nouvelles dynamiques familiales possibles. Alors que Noël approchait à nouveau, j'ai ressenti un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis des années. Marc et moi avons décidé d'organiser un rassemblement pour les amis et collègues qui, comme nous, restaient à Paris pour les fêtes. Camille et Antoine ont immédiatement accepté notre invitation, ainsi que plusieurs autres amis et même Rachel, qui s'était de plus en plus éloignée du drame familial pour me soutenir. Planifier ce rassemblement était totalement différent de mes expériences de Noël précédentes. J'ai apprécié les préparatifs sans me sentir accablé par eux. Les amis ont proposé d'apporter des plats, d'aider à la décoration et de partager le travail naturellement, sans qu'on le leur demande. Le contraste avec mes expériences familiales n'aurait pas pu être plus frappant. La veille de Noël, exactement un an après notre fuite vers le gîte en Normandie, notre appartement s'est rempli de rires, de conversations et d'une chaleur sincère. En regardant les visages des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour eux, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Marc m'a trouvé sur le balcon où j'étais sorti pour un moment de réflexion tranquille. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé, enroulant une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. « Complète » ai-je dit, me surprenant moi-même avec ce mot. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'être exactement là où je devrais être, avec des gens qui me voient pour qui je suis. Ta famille a manqué l'occasion de connaître une personne incroyable, a-t-il dit. C'est leur perte. La vérité de ces mots s'est installée en moi comme la douce neige qui commençait à tomber sur la ville. Ma famille avait manqué l'occasion de me connaître tel que j'étais vraiment parce qu'ils étaient trop investis dans ce qu'ils avaient besoin que je sois pour eux. En essayant de gagner leur amour par des dons sans fin, j'avais permis une dynamique qui ne pourrait jamais apporter de connexion sincère. Le plus grand cadeau que je m'étais fait était le courage de m'éloigner des relations qui me diminuaient,
même lorsque ces relations étaient avec ma famille. Les liens du sang, avais-je appris, ne garantissaient rien quant à la qualité de l'amour ou du respect que vous recevriez. La famille, je le comprenais maintenant, n'était pas une question d'obligation, de comptage de points ou de performance de fait parfaite. La vraie famille, qu'elle soit de sang ou choisie, concernait le soin mutuel, le respect des limites et un amour qui n'avait pas besoin d'être gagné. Alors que je me tenais là, regardant la neige transformer la ville, j'ai ressenti de la gratitude pour le message douloureux qui avait finalement brisé le schéma et m'avait libéré. Parfois, les blessures les plus profondes deviennent nos plus grands professeurs, si nous avons le courage d'en tirer les leçons. Je me suis tourné vers Marc avec un sourire. Rentrons. La famille nous attend. Et ils étaient là, ma vraie famille d'amis et de proches qui m'appréciaient simplement d'être Pauline. Aucune performance requise.